Bonsoir. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et laissez votre esprit vagabonder vers le ciel nocturne. Une infinité de points lumineux éparpillés sur un velours noir. Avez-vous déjà contemplé cet abîme en vous demandant où tout cela prend fin? Cet espace, qui semble sans limite, a-t-il un mur, une frontière, une ultime ligne d'arrivée? Pendant longtemps, cette question appartenait au domaine des philosophes et des poètes. Aujourd'hui, ce sont les physiciens et les astronomes qui tentent d'y apporter une réponse. Et leur réponse, il faut le dire, est bien plus étonnante et complexe que ce que nous pourrions imaginer. Ils ne se contentent pas de supposer que l'univers possède une frontière, ils l'ont localisée, et le plus stupéfiant, c'est que cette frontière n'est pas statique, elle est en mouvement. Aujourd'hui, nous allons entreprendre le plus long voyage imaginable, une odyssée vers le bord de l'univers observable. Nous allons découvrir ce qu'est réellement ce bord, comment il a été découvert et pourquoi son mouvement est la clé pour comprendre le destin de toute chose. Préparez-vous. Nous plongeons au cœur du plus grand mystère cosmique. Pour comprendre ce qu'est le bord de l'univers, nous devons d'abord nous accorder sur les termes. Lorsque nous prononçons le mot « univers », à quoi faisons-nous référence? La cosmologie moderne fait ici une distinction fondamentale. Il y a l'univers avec un grand U qui est supposé être tout ce qui existe en principe. Ces dimensions réelles nous sont inconnues. Il est même possible qu'il soit infini. Et il y a le univers observable. C'est la partie du cosmos dont la lumière a eu le temps de nous parvenir depuis la création du monde. En effet, l'univers a un âge, environ 13,8 milliards d'années. Et la lumière possède une vitesse finie. Cela signifie que nous ne pouvons voir que les objets dont la lumière n'a pas mis plus de temps que cela pour nous atteindre. Imaginez-vous à bord d'un navire au milieu de l'océan. Vous voyez l'eau jusqu'à l'horizon. Mais vous savez pertinemment que l'océan ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Votre vue est simplement limitée par la courbure de la Terre. L'histoire est similaire avec l'univers observable. Sa frontière n'est pas un mur de briques, c'est ce qu'on appelle l'horizon cosmologique. C'est le point le plus éloigné dans l'espace-temps que nous sommes, en théorie, capables d'observer depuis la Terre à l'heure actuelle. C'est précisément de cette limite dont nous allons parler. De cet horizon derrière lequel se cache soit encore plus d'univers, soit quelque chose de totalement insaisissable. Alors, plongeons dans le vif du sujet en commençant par la question fondamentale. Comment est née l'idée même que l'univers puisse avoir une limite spatiale ou, à tout le moins, un point de départ temporel? Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la conception d'un univers statique, éternel et infini a prédominé. Même le grand Albert Einstein, lorsqu'il a formulé sa théorie de la relativité générale en 1915, était initialement convaincu de l'immuabilité de l'univers. Cependant, ses équations disaient le contraire. Elles prédisaient que l'univers ne pouvait pas rester statique. Il devait soit se dilater, soit se contracter sous l'effet de sa propre gravité. Pour corriger ce désaccord avec sa propre vision, Einstein introduisit dans ses équations la fameuse constante cosmologique, une force hypothétique qui contrait la gravité et maintenait l'univers en équilibre. Il qualifiera plus tard ce choix de sa plus grande erreur. La percée se produisit dans les années 1920. Tout d'abord, le mathématicien russe Alexandre Friedmann, en résolvant les équations d'Einstein sans artifice, démontra que des solutions non stationnaires, c'est-à-dire qui changent avec le temps, étaient parfaitement naturelles. Puis, en 1929, l'astronome américain Edwin Hubble fit une découverte véritablement historique. En observant des galaxies lointaines à l'aide du télescope le plus puissant de l'époque, celui de l'observatoire du mont Wilson, il remarqua une régularité frappante. Presque toutes les galaxies s'éloignaient de nous, et plus une galaxie était éloignée, plus sa vitesse de fuite était rapide. Ce phénomène, connu sous le nom de loi de Hubble,
devint la première preuve observationnelle de l'expansion de l'univers. Ce fut une révélation révolutionnaire. Si l'univers est en expansion aujourd'hui, cela signifie qu'il était plus petit dans le passé. Et si l'on remonte le temps suffisamment loin, toute la matière, toute l'énergie, tout l'espace et le temps lui-même devaient être concentrés en un seul point, incroyablement dense et chaud. Cet état fut baptisé la singularité et le moment de son expansion explosive, le Big Bang. C'est ce modèle qui nous a donné la notion d'âge de l'univers et, par conséquent, l'idée de la finitude de sa partie observable. La limite de l'univers est la conséquence directe de sa naissance à un moment précis. Ce n'est pas une frontière spatiale, mais bel et bien une frontière temporelle que nous observons aujourd'hui. Penchons-nous maintenant sur cette frontière et examinons-la plus en détail. Que voyons-nous aux confins de notre horizon cosmologique? Ce que nous voyons, ce n'est ni l'obscurité, ni un mur. Nous voyons de la lumière. Une lumière extrêmement ancienne, que l'on surnomme souvent la première lumière de l'univers. Ce phénomène est connu sous le nom de rayonnement fossile, ou, plus formellement, le fond diffus cosmologique. Pour comprendre sa nature, nous devons voyager dans le passé, à une époque où l'univers n'avait qu'environ 380 000 ans. À l'échelle cosmique, c'était un nourrisson. À cette époque, l'univers était radicalement différent de ce que nous voyons aujourd'hui. Loin d'être l'espace froid et vide que nous connaissons, c'était un brouillard brûlant et extrêmement dense, composé de protons, d'électrons et de photons, les particules de lumière. La température de ce bouillon primordial, était si élevée que les électrons ne pouvaient pas s'associer aux protons pour former des atomes d'hydrogène stables. Ils erraient librement, entrant constamment en collision avec les photons et les dispersant. Pour la lumière, ce jeune univers était absolument opaque, comme un brouillard épais ou la surface du Soleil. Les photons ne pouvaient parcourir la moindre distance sans heurter une particule chargée. Mais l'univers continuait son expansion et par conséquent se refroidissait. C'est ainsi que, lorsqu'il atteignit l'âge de 380 000 ans, la température chuta aux alentours de 3000 degrés Kelvin. À cette température, l'énergie des particules n'était plus suffisante pour résister à l'attraction électromagnétique. Les électrons commencèrent à être capturés par les protons, formant ainsi les premiers atomes d'hydrogène neutre. Ce processus s'appelle la recombinaison. Et à cet instant précis, tout a basculé pour la lumière. L'espace, s'étant débarrassé des électrons libres, devint transparent pour les photons. La lumière, qui était jusqu'alors prisonnière du brouillard de plasma, fut finalement libérée et se propagea dans toutes les directions. C'est précisément cette lumière, émise simultanément depuis tous les points de l'univers d'alors, que nous observons aujourd'hui sous forme de rayonnement fossile. Il a voyagé à travers le cosmos pendant 13,8 milliards d'années. Durant ce périple, l'expansion de l'univers a étiré considérablement ses ondes. À l'origine, il s'agissait d'une vive lumière rouge-orangée. Mais aujourd'hui, elle nous parvient sous forme de micro-ondes, invisibles à l'œil humain. Tokra, cette surface de dernière diffusion, comme l'appellent les astrophysiciens, est cette fameuse frontière, cette limite extrême de l'univers observable. Nous voyons littéralement la lueur du jeune univers au moment même de son illumination. L'histoire de la découverte du rayonnement fossile est en soi l'exemple par excellence de la façon dont les grandes percées scientifiques peuvent survenir de manière totalement fortuite. Théoriquement, l'existence de cet écho du Big Bang avait été prédite dès les années 1940 par le physicien George Gamow et ses collègues Ralph Alpher et Robert Herman. Travaillant sur la théorie de l'univers chaud, ils avaient calculé que la chaleur résiduelle de la boule de feu primordiale devait encore imprégner tout l'espace, mais sous la forme d'un rayonnement d'une température de seulement quelques degrés au-dessus du zéro absolu. À l'époque, cependant,
La technologie ne permettait pas de vérifier cette hypothèse, et cette prédiction fut progressivement oubliée. Près de 2 décennies s'écoulèrent. Au milieu des années 1960, 2 radioastronomes américains, Arno Penzias et Robert Wilson, travaillant dans les laboratoires Bell dans le New Jersey, étaient en train de régler une grande antenne cornée. Initialement conçue pour les premières expériences de communication par satellite, elle avait été réaffectée à des observations radioastronomiques. Dès le début de leurs travaux, ils furent confrontés à un problème inexplicable. L'antenne captait un bruit de fond faible, mais constant, qui semblait provenir de toutes les directions. Il ne variait ni jour comme nuit, ni en fonction des saisons. Le signal était uniforme, quelle que soit la direction dans laquelle ils pointaient leur antenne. Les scientifiques supposèrent que le problème venait de leur équipement. Ils vérifièrent tous les systèmes, ressoudèrent les connexions, mais le bruit persistait. À un moment donné, ils crurent même que la cause était un couple de pigeons qui avait fait son nid à l'intérieur de l'antenne et y avait laissé derrière lui, comme l'a dit l'un des scientifiques, une substance diélectrique blanche. Les pigeons furent chassés et l'antenne minutieusement nettoyée, mais le mystérieux bruit demeura. Désespérés, ils étaient sur le point de s'y résigner, le considérant comme un parasite insoluble. Mais par un heureux hasard, Penzias apprit qu'un groupe de physiciens de l'université de Princeton, dirigé par Robert Dicke, travaillait justement à la création d'un détecteur pour localiser ce même rayonnement fossile prédit par Gamow. Penzias prit contact avec Dicke, et tout s'éclaira immédiatement. Le bruit que Penzias et Wilson prenaient pour une interférence était en réalité la lumière primordiale de l'univers que recherchaient les théoriciens. Ils venaient de tomber par accident sur la plus grande confirmation de la théorie du Big Bang. Cette découverte valut à Arno Penzias et Robert Wilson le prix Nobel de physique en 1978. Leur trouvaille fortuite transforma la cosmologie, la faisant passer du domaine des spéculations théoriques à celui d'une science observationnelle précise. La découverte de Penzias et Wilson fut grandiose, mais elle n'offrit qu'un premier aperçu très général du rayonnement fossile cosmologique. Leurs mesures révélèrent une homogénéité frappante. Partout où ils regardaient, la température était identique, soit environ 2,7 degrés Kelvin. Cette isotropie, cette uniformité dans toutes les directions, constituait à elle seule une confirmation éclatante du principe cosmologique selon lequel l'univers est homogène et isotrope à grande échelle. Cependant, la théorie prédisait que cette uniformité ne pouvait pas être parfaite. Si l'univers primitif avait été totalement lisse, sans la moindre fluctuation de densité, la gravité n'aurait jamais pu y former les structures que nous observons aujourd'hui, les galaxies, les amas de galaxies et les vides cosmiques géants, appelés voides. Il devait exister de minuscules, de microscopiques irrégularités dans la densité du plasma primordial, agissant comme les germes des futures galaxies. Ces régions, légèrement plus denses, devaient avoir laissé leur empreinte sur la carte du rayonnement fossile sous la forme d'infimes variations de température ou anisotropie. Détecter ces fluctuations représentait un défi immense. Elles devaient être extrêmement faibles, de l'ordre d'un 100 millième de degré. Les télescopes terrestres étaient incapables d'y parvenir à cause des interférences causées par l'atmosphère. Il fallait donc un instrument envoyé dans l'espace. Cet instrument fut le satellite COBE, pour Cosmic Background Explorer, de la NASA, lancé en 1989. Après 2 ans de balayage du ciel, l'équipe du projet annonça la découverte tant attendue en 1992. COBE avait dressé la première carte de l'histoire des fluctuations de température du rayonnement fossile. Sur cette carte, qui ressemblait à une photographie floue, apparaissaient des taches rouges, plus chaudes, et des taches bleues, plus froides. C'était, sans exagération, la photographie de l'univers dans son berceau.
Commentant cette percée, le scientifique George Smoot, l'un des responsables du projet, déclara « Si vous êtes religieux, c'est comme regarder le visage de Dieu. » Ces tâches étaient précisément les hétérogénéités primordiales que recherchaient les cosmologistes. Elles confirmaient que l'univers possédait une structure dès ses débuts, et c'est à partir de ces infimes rides dans l'espace-temps qu'a pu émerger, au fil des milliards d'années, toute la majestueuse structure du cosmos. La découverte de Cobb fut le deuxième grand tournant dans l'étude de l'univers primordial et valut le prix Nobel à ses dirigeants en 2006. La carte produite par le satellite COBE était révolutionnaire, mais sa résolution restait relativement faible. Elle a prouvé l'existence des fluctuations du rayonnement fossile, sans pour autant permettre de les étudier en profondeur. Or, ces détails étaient absolument cruciaux. En analysant la taille, la distribution et l'amplitude de ces points chauds et froids sur la carte du rayonnement fossile, les cosmologistes pouvaient, à la manière de détectives, reconstituer les paramètres fondamentaux de notre univers, son âge exact, sa géométrie, ainsi que la densité de la matière ordinaire, de la matière noire et de la mystérieuse énergie noire. C'était un peu comme déterminer la taille, la forme et le matériau d'un tambour à partir du motif de ses vibrations. La prochaine étape logique fut donc de concevoir des instruments beaucoup plus sophistiqués. En 2001, la NASA lança une nouvelle sonde spatiale, WMAP, pour Wilkinson Microwave, Anisotropy Probe. Sa mission était de dresser une carte beaucoup plus précise du rayonnement fossile. Pendant 9 ans, WMAP a scanné l'intégralité du ciel et les résultats ont dépassé toutes les attentes. La carte qu'il a présentée au monde était des dizaines de fois plus nette que celle de Cobb. Elle permettait d'observer la structure fine des fluctuations primordiales. L'analyse de ces données a permis de déterminer les propriétés fondamentales de notre univers avec une précision inédite. C'est grâce à WMAP que nous savons aujourd'hui que l'âge de l'univers est de 13,77 milliards d'années avec une marge d'erreur inférieure à 1%. Nous avons appris que l'univers possède une géométrie euclidienne plate, ce qui signifie que les lignes parallèles ne se croiseront jamais. Mais plus important encore, WMAP nous a donné la recette précise de l'univers. Il s'est avéré que la matière ordinaire, celle dont sont faites les étoiles, les planètes et nous-mêmes, ne représente que 4,6% de l'énergie-masse totale de l'univers. 24% supplémentaires sont attribués à la mystérieuse matière noire, une substance invisible qui se manifeste uniquement par la gravité. Les 71,4% restants sont quelque chose d'encore plus étrange, la composante dominante de l'univers que nous appelons l'énergie noire. Mais ce n'était pas la limite. En 2009, l'Agence spatiale européenne a lancé l'observatoire Planck. Doté de détecteurs encore plus sensibles, refroidis à une température proche du zéro absolu, Planck a pu créer la carte du rayonnement fossile la plus détaillée à ce jour. Elle a affiné les données de WMAP et a permis de vérifier les prédictions les plus subtiles du modèle cosmologique standard. Ces 3 missions, COBE, WMAP et Planck, ont fait passer l'étude des confins de l'univers d'une science qualitative à une science quantitative. Nous ne faisons pas que voir cette frontière, nous pouvons la lire et en extraire des informations fondamentales sur la structure et l'histoire de notre monde. Maintenant que nous avons saisi que ce que nous appelons le bord de l'univers est en fait la lumière émise à son tout jeune âge, intéressons-nous à la seconde partie de notre affirmation. Il est en mouvement. Qu'est-ce que cela signifie? Au quotidien, quand nous parlons de mouvement, nous imaginons un objet se déplaçant d'un point à un point B. Mais la frontière de l'univers est bien plus complexe que ça. Elle ne se déplace pas dans l'espace. C'est l'espace lui-même qui est en mouvement. Comme nous l'avons mentionné, Edwin Hubble a découvert l'expansion de l'univers. Les galaxies ne s'éloignent pas les unes des autres parce qu'elles filent à travers le cosmos comme des éclats après une explosion.
Elles sont stationnaires par rapport à l'espace local, mais l'espace entre, elles s'étirent. L'analogie classique est celle du ballon de baudruche que l'on gonfle, sur lequel des points ont été dessinés. À mesure que vous soufflez, la surface élastique du ballon s'étire, et tous les points s'éloignent les uns des autres. De plus, les points initialement les plus éloignés s'éloignent le plus rapidement. Dans cette analogie, les points représentent les galaxies, et la surface du ballon est une représentation bidimensionnelle de notre espace tridimensionnel. Il est crucial de comprendre que cette expansion n'a pas de centre. Pour n'importe quel point sur la surface du ballon, on aura l'impression que tous les autres points s'éloignent de lui. Il en va de même dans notre univers. Un observateur, quelle que soit sa galaxie, verra toutes les autres galaxies s'éloigner de lui. Nous ne sommes pas au centre de l'univers, car cette expansion n'en a tout simplement pas. Or, le mouvement de la limite de l'univers observable est la conséquence directe de cette expansion. La surface de dernière diffusion, d'où nous vient la lumière fossile, le rayonnement cosmologique, était bien plus proche de nous il y a 13,8 milliards d'années. Mais pendant le temps qu'il a fallu à cette lumière pour atteindre la Terre, l'espace lui-même a subi une dilatation colossale. Par conséquent, les régions qui ont émis la lumière que nous captons aujourd'hui se trouvent actuellement à une distance d'environ 46,5 milliards d'années-lumière. C'est ce qui définit le rayon de l'univers observable. Et cette limite s'éloigne continuellement de nous. Et notez bien, elle s'éloigne à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Cela peut surprendre. La théorie de la relativité générale n'interdit-elle pas tout mouvement supraluminique? Oui, elle l'interdit. Mais cette restriction concerne le mouvement des objets à l'intérieur de l'espace-temps. L'espace-temps lui-même, en revanche, est libre de s'étendre à n'importe quelle vitesse. Ainsi, le bord de l'univers ne s'éloigne pas de nous parce qu'il vole quelque part, mais parce qu'à chaque instant, de plus en plus de nouvel espace naît entre lui et nous. L'idée d'un univers en expansion, bien que brillamment confirmée par les observations d'Edwin Hubble, a longtemps laissé les scientifiques face à une interrogation fondamentale. Quel serait le destin ultime de cette expansion? 3 scénarios majeurs étaient envisagés, la clé de la réponse reposant entièrement sur la densité totale de matière et d'énergie présente dans l'univers. Pour mieux comprendre, imaginez que vous lanciez une pierre vers le ciel. Si vous la lancez doucement, elle atteindra une certaine altitude avant que la gravité terrestre ne la fasse retomber. Si, en revanche, vous la lancez à très grande vitesse, ce qu'on nomme la vitesse de libération, elle vaincra l'attraction terrestre et s'envolera dans l'espace pour ne jamais revenir. Il existe un cas intermédiaire, critique, où la pierre est lancée avec juste la vitesse nécessaire pour s'échapper, mais où sa vitesse ralentirait constamment pour tendre vers zéro. L'histoire, croyait-on, était similaire pour l'univers. La gravité, exercée par toute la matière, agit comme un frein, ralentissant l'élan initial donné par le Big Bang. Le premier scénario, analogue à la pierre qui retombe, était le Big Crunch, ou le grand recollement. Si la densité moyenne de l'univers était suffisamment élevée, la gravité finirait par stopper l'expansion et l'inverser. Les galaxies commenceraient à se rapprocher, la température augmenterait, et l'univers entier s'effondrerait sur lui-même en une singularité. Ce scénario décrivait un univers fermé, de géométrie sphérique. Le deuxième scénario, analogue à la pierre s'échappant pour toujours, postulait que la densité de l'univers était trop faible pour que la gravité puisse freiner efficacement l'expansion. Dans ce cas, l'univers s'étendrait éternellement. C'est le modèle de l'univers ouvert, caractérisé par une géométrie hyperbolique, souvent décrite comme en forme de sel. Le troisième cas limite est celui de l'univers plat, où la densité est exactement égale à la valeur critique. Dans un tel univers, l'expansion se poursuivrait indéfiniment, mais sa vitesse ne cesserait de diminuer, se rapprochant asymptotiquement de zéro. Jusqu'à la fin du XXe siècle,
les cosmologues menaient des débats acharnés pour déterminer lequel de ces scénarios décrivait notre réalité. La majorité des données suggérait que nous vivions dans un univers plat ou très proche du plat. L'attente générale était de confirmer que l'expansion était effectivement en train de ralentir. Or, en 1998, 2 équipes d'astronomes indépendantes, étudiant des supernovae lointaines, sont arrivées à une conclusion absolument stupéfiante, qui a complètement renversé la cosmologie moderne. Oh! La découverte de 1998 a fait l'effet d'une véritable bombe scientifique. Son importance est comparable à celle de la découverte de Hubble ou du rayonnement fossile. 2 équipes d'astrophysiciens, l'une dirigée par Saul Perlmutter, l'autre par Brian Schmidt et Adam Riess, travaillaient sur le même objectif, mesurer le taux d'expansion de l'univers à différentes époques de son histoire. Pour cela, ils avaient besoin de ce qu'on appelle des chandelles standards, des objets astronomiques dont on connaît la luminosité. En connaissant la luminosité intrinsèque d'un objet et en mesurant sa luminosité apparente, il est possible de déterminer précisément sa distance. Pour ces chandelles standards, les scientifiques ont utilisé les supernovae de type 1A, IA. Il s'agit d'un type particulier d'explosion stellaire qui se produit lorsqu'une naine blanche au sein d'un système binaire vole de la matière à son étoile compagne géante, atteignant ainsi une masse critique précise, la limite de Chandrasekhar, avant d'exploser. Étant donné que la masse au moment de l'explosion est toujours identique, la luminosité du flash est elle aussi presque uniforme. Elles sont donc idéales pour mesurer les distances cosmiques. En observant ces supernovas dans des galaxies très lointaines, les chercheurs pouvaient remonter dans le passé de l'univers et déterminer à quel rythme il s'étendait il y a des milliards d'années. Les 2 groupes, travaillant indépendamment, s'attendaient à la même conclusion, que par le passé, l'univers s'était étendu plus rapidement qu'aujourd'hui. Après tout, la gravité aurait dû ralentir ce processus. Mais les résultats furent diamétralement opposés. Les supernovas lointaines étaient de plus faibles, moins lumineuses que prévu. Cela impliquait qu'elles étaient plus éloignées que ce que prédisait le modèle d'expansion au ralenti. La seule explication possible était que, pendant le temps qu'il a fallu à leur lumière pour nous parvenir, l'univers avait pris plus d'expansion que prévu. Autrement dit, l'univers ne ralentit pas son expansion, il l'accélère. Cette conclusion était tellement choquante et contraire à toutes les attentes que les scientifiques ont passé beaucoup de temps à revérifier leurs données et à chercher d'éventuelles erreurs. Mais il n'y avait pas d'erreur. Les résultats étaient irréfutables. Une force mystérieuse et inconnue, répandue dans tout le cosmos, agissait comme une force antigravitationnelle étirant l'espace-temps de plus en plus vite. Cette substance hypothétique fut nommée énergie noire. Pour cette découverte révolutionnaire, Perlmutter, Schmidt et Riess ont reçu le prix Nobel de physique en 2011. Le mouvement des confins de l'univers n'était pas seulement un mouvement, mais une fuite accélérée. Et cela change absolument tout. Alors, il y a cette chose dans l'univers, l'énergie sombre. Qu'est-ce que c'est? La réponse, courte et honnête, c'est « personne ne sait ». C'est, sans aucun doute, l'énigme la plus colossale de la physique fondamentale moderne. Nous en observons les manifestations, l'expansion accélérée de l'univers, mais sa nature nous échappe complètement. Néanmoins, les physiciens ont formulé plusieurs hypothèses. La plus simple et la plus populaire lie l'énergie sombre à cette fameuse constante cosmologique, celle qu'Einstein avait introduite dans ses équations avant de la qualifier de « sa plus grande bêtise ». Peut-être n'était-ce pas une erreur, mais une intuition géniale. Dans ce scénario, l'énergie sombre serait une propriété intrinsèque du vide lui-même, de l'espace vide. Selon la théorie quantique des champs, le vide n'est pas une absence absolue. Il grouille de particules virtuelles qui naissent et disparaissent sans cesse.
Ces fluctuations quantiques doivent nécessairement posséder une énergie, et cette énergie du vide, selon la relativité générale, devrait générer une répulsion gravitationnelle qui étire l'espace. Cela semble logique, mais il y a un problème colossal. Lorsque les théoriciens tentent de calculer la densité théorique de cette énergie du vide, ils obtiennent un chiffre qui est 120 ordres de grandeur, c'est-à-dire un 1 suivi de 120 zéros, plus grand que la valeur observée pour l'énergie sombre. C'est le plus grand désaccord entre théorie et expérience de toute l'histoire de la physique. On l'appelle le problème de la constante cosmologique. De toute évidence, il manque quelque chose de fondamental dans nos théories actuelles. Une autre hypothèse suggère que l'énergie sombre n'est pas une constante, mais plutôt un nouveau champ dynamique qui imprègne l'univers, un peu comme le champ de Higgs. Ce champ a été baptisé la quintessence. Contrairement à la constante cosmologique, la densité de la quintessence pourrait varier dans le temps et dans l'espace. Cela offre plus de flexibilité pour expliquer les données observées, mais rend aussi la théorie plus complexe et plus spéculative. Des idées encore plus radicales existent. Par exemple, certains avancent qu'il n'existe ni nouvelle substance ni nouveau champ, et que l'expansion accélérée est le signe que la théorie de la gravité d'Einstein elle-même est erronée aux échelles cosmologiques et nécessite d'être modifiée. Peut-être que, sur de très longues distances, la gravité ne fonctionne pas comme nous l'entendons, et qu'elle peut se manifester comme une force de répulsion. Laquelle de ces idées est la bonne, ou si la vérité se trouve sur un plan complètement différent, ce sont les futures observations qui le diront. Mais l'existence même de l'énergie sombre est incontestable. Elle représente près de 70% de l'énergie totale de l'univers et dicte son destin final. L'expansion accélérée de l'univers, propulsée par l'énergie noire, bouleverse radicalement nos hypothèses sur le destin ultime du cosmos. Si nous envisagions autrefois des scénarios comme le Big Crunch, le grand effondrement ou une expansion éternellement ralentie, de nouvelles options, beaucoup plus exotiques et angoissantes, sont désormais à l'ordre du jour. L'un des scénarios les plus dramatiques est baptisé le Big Rip, ou le grand déchirement. Il deviendrait possible si l'énergie noire n'était pas une simple constante cosmologique, mais une énergie fantôme, dont la densité, au lieu de rester stable, s'intensifierait avec le temps. Dans ce cas, sa force répulsive deviendrait de plus en plus écrasante. Elle commencerait par vaincre l'attraction gravitationnelle, maintenant les amas de galaxies, qui seraient alors dispersés. Ensuite, elle gagnerait en puissance au point de déchirer les galaxies d'elles-mêmes, arrachant les étoiles à leurs orbites. L'escalade se poursuivrait, la force de l'énergie noire dépasserait la gravité interne des systèmes stellaires, les planètes seraient expulsées de leurs orbites et s'envoleraient dans le vide. Lors de l'étape finale, quelques minutes avant la fin, cette force serait si colossale qu'elle pourrait vaincre les forces électromagnétiques qui lient les atomes et les molécules. Les étoiles et les planètes exploseraient. Enfin, au tout dernier instant, elle pulvériserait même les noyaux atomiques et les particules élémentaires. Toute la matière de l'univers serait déchiquetée en composants infiniment éloignés les uns des autres. L'espace-temps se transformerait en une singularité, non de densité, mais de raréfaction. Heureusement, les données d'observation actuelles rendent ce scénario hautement improbable. La densité de l'énergie noire semble bien être constante. Cela signifie qu'un autre destin nous attend, tout aussi funeste mais bien plus lent. Celui que l'on nomme la mort thermique ou le Big Freeze, le grand refroidissement. Dans ce scénario, l'univers continuera d'accélérer éternellement son expansion. Les galaxies non liées gravitationnellement à notre groupe local s'éloigneront de plus en plus vite. Un moment viendra où elles franchiront notre horizon cosmologique et disparaîtront à jamais de notre vue. Notre ciel nocturne deviendra alors pratiquement vide. Il ne restera que les galaxies de notre groupe local qui finiront par fusionner en une seule galaxie elliptique gigantesque,
baptisé Milkomeda. Puis, durant des trillions et des trillions d'années, les dernières étoiles de cette galaxie s'éteindront. La formation de nouvelles étoiles cessera, faute de réserve de gaz. Le cosmos plongera dans une obscurité quasi totale, seulement éclairé par la faible lueur des naines blanches et des étoiles à neutrons. Dans un futur encore plus lointain, celles-ci se refroidiront et se transformeront en naines noires. La galaxie sera alors composée de restes stellaires morts, de planètes errantes et de trous noirs. Et ensuite, sur des échelles de temps inimaginablement longues, même les trous noirs s'évaporeront sous l'effet du rayonnement de Hawking. L'univers se réduira à un bouillon froid, sombre et vide de particules élémentaires, de photons et de neutrinos, où plus jamais rien ne se produira. Ce sera la mort définitive et éternelle. Revenons à la limite de notre univers, l'horizon cosmologique. L'expansion accélérée exerce sur lui une influence directe et plutôt paradoxale. Nous avons déjà établi que le rayon de l'univers observable est d'environ 46 milliards et demi d'années-lumière. C'est la distance qui nous sépare des points ayant émis la lumière fossile que nous observons aujourd'hui. Mais qu'advient-il de l'horizon lui-même? À cause de l'expansion accélérée, les galaxies qui sont très éloignées s'éloignent de nous à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Cela signifie que la lumière qu'elles émettent actuellement ne pourra plus jamais nous atteindre. L'espace entre nous et elles se dilate plus vite que la lumière ne peut le franchir. Ces galaxies échappent, par essence, définitivement à notre lien de causalité. Nous ne pourrons plus jamais en obtenir de nouvelles informations. Elles franchissent ce que l'on appelle le horizon des événements. C'est précisément cet effet qui fera que, dans un futur lointain, notre ciel se videra. Les galaxies disparaîtront une à une derrière cet horizon. Mais il y a une nuance intéressante. Nous continuerons d'apercevoir leur passé. La lumière qu'elles ont émise, il y a des milliards d'années, est toujours en route vers nous. Nous observerons donc ces galaxies rougir de plus en plus à cause du décalage cosmologique vers le rouge. Leur temps, pour nous, ralentira, et elles s'estomperont jusqu'à disparaître complètement. C'est comparable à un objet tombant dans un trou noir. Pour un observateur éloigné, l'objet semble se figer éternellement à l'horizon des événements, devenant de plus en plus faible et rouge. Nous avons donc deux horizons. L'un est l'horizon des particules, notre univers observable, dont la limite se trouve actuellement à 46 milliards et demi d'années-lumière. Cette limite continuera de s'étendre avec le temps, à mesure que la lumière de régions de plus en plus lointaines nous parvient. Cependant, en raison de l'accélération, cette croissance ralentira pour tendre vers une limite définie. Et nous avons le second, l'autre horizon des événements, qui se situe actuellement à environ 16 milliards d'années-lumière. Tout objet se trouvant aujourd'hui au-delà de cette distance, nous ne le verrons jamais tel qu'il sera dans l'avenir. Il est perdu pour nous, définitivement. Ce concept brosse un tableau d'un futur plutôt solitaire. Notre univers devient de plus en plus isolé. Nous vivons à une époque unique où nous pouvons encore observer des milliards d'autres galaxies. Dans des centaines de milliards d'années, les futurs astronomes, s'il y en a, n'apercevront plus que notre propre galaxie géante et le vide infini au-delà. Il pourrait falloir même ne jamais soupçonner l'existence passée d'autres galaxies, ni l'occurrence d'un Big Bang. Toute la cosmologie leur sera cachée derrière cet horizon infranchissable. Mais posons-nous maintenant la question la plus audacieuse de toutes. Qu'y a-t-il au-delà de la limite de l'univers observable? Si notre horizon n'est pas un mur physique, mais simplement une limite de visibilité, il est logique de supposer que l'univers s'y poursuit. Le principe cosmologique, selon lequel l'univers est homogène à grande échelle, nous suggère que derrière cet horizon, tout est à peu près comme chez nous. Les mêmes galaxies, les mêmes étoiles, les mêmes lois de la physique. La lumière n'a tout simplement pas eu le temps de nous parvenir. Quelle est la taille de ce grand univers? Nous l'ignorons.
Il pourrait être des centaines, des milliers, voire des milliards de fois plus vaste que notre seule portion observable. Il pourrait même être absolument infini. L'idée d'un univers infini engendre des implications philosophiques stupéfiantes. L'une d'elles est connue sous le nom de paradoxe des mondes qui se répètent. Si l'univers est infini et contient un nombre fini de types de particules, capables d'exister dans un nombre fini d'états, alors, selon les lois de la statistique, toute configuration de matière doit se répéter un nombre infini de fois. Cela signifie que quelque part, dans des distances inimaginables, au-delà de notre horizon, il existerait une copie exacte de notre planète Terre. Et sur celle-ci, vivrait votre sosie exact qui est en train de faire, au même instant, exactement la même chose que vous. Et il y aurait une infinité de ces copies. De plus, il existerait également des mondes qui ne diffèrent d'une autre que par de infimes détails. Un monde, par exemple, où vous auriez choisi une chemise d'une autre couleur ce matin. Ou un monde où vous auriez pris une décision cruciale différente dans votre vie. Dans un univers infini, tout ce qui a une probabilité non nulle doit se produire. Et pas une seule fois, mais une infinité de fois. Bien sûr, ce n'est qu'une conséquence logique découlant de l'hypothèse d'une infinité. Hypothèse que nous ne pouvons pas vérifier. Mais l'idée elle-même est tout simplement vertigineuse. Cette conception est au cœur de nombreuses hypothèses modernes concernant le multivers. Notre univers n'est peut-être qu'une des nombreuses bulles qui naissent au sein d'un espace en éternelle inflation. C'est ce que l'on appelle la théorie de l'inflation éternelle. La théorie de l'inflation éternelle est l'une des idées les plus populaires, mais aussi les plus spéculatives de la cosmologie moderne. Elle représente un prolongement de la théorie de l'inflation cosmique proposée au début des années 80 pour résoudre plusieurs problèmes fondamentaux du modèle standard du Big Bang. Pensons, par exemple, au problème de l'horizon. Pourquoi des régions du rayonnement fossile, qui n'auraient jamais pu échanger d'informations, affichent-elles la même température? Ou encore au problème de la platitude. Pourquoi la géométrie de notre univers est-elle si proche de la géométrie euclidienne? Le modèle inflationniste suggère que, dans la toute première fraction de seconde suivant le Big Bang, l'univers a connu une période d'expansion exponentielle et supraluminique. En un temps négligeable, il serait passé d'une taille subatomique à une taille dépassant la partie que nous observons aujourd'hui. Cette expansion ultra rapide aurait lissé toutes les hétérogénéités et les courbures initiales de l'espace-temps, expliquant ainsi la platitude et l'homogénéité de notre monde. La théorie de l'inflation éternelle, proposée par Andrei Linde et Alexander Vilenkin, va encore plus loin. Elle stipule que ce processus d'inflation, une fois amorcé, ne s'arrête jamais complètement. Certes, il s'interrompt dans des régions isolées, comme cela s'est produit dans notre univers, créant des bulles faites de matière et d'énergie ordinaire. Mais dans l'espace interbulles, l'inflation se poursuit éternellement, engendrant sans cesse de nouveaux univers bulles. Selon cette vision du monde, notre Big Bang n'est pas l'événement unique de la création de toute chose, mais seulement l'arrêt local de l'inflation dans notre coin d'un multivers bien plus vaste. Chaque bulle peut avoir ses propres lois physiques, ses constantes fondamentales, ainsi que son propre nombre de dimensions. Dans certaines d'entre elles, la gravité pourrait être plus forte, dans d'autres plus faible. Certaines pourraient abriter des atomes stables et des étoiles, d'autres non. Notre univers se révèle n'être qu'un exemple parmi une infinité d'autres, ces paramètres ayant eu le heureux hasard d'être propices à l'émergence de structures complexes et, ultimement, de la vie. Cette idée offre une explication possible au soi-disant ajustement fin de l'univers. Le fait que les constantes fondamentales, telles que la vitesse de la lumière, la charge de l'électron ou la constante gravitationnelle, possèdent exactement les valeurs requises pour notre existence. Si elles étaient ne serait-ce que légèrement différentes, la vie serait impossible. Au sein du multivers, ce n'est plus un miracle,
mais un simple résultat de la sélection. Nous existons dans l'un des univers où les conditions permettent d'émène notre existence. C'est ce que l'on nomme le principe anthropique. Bien sûr, la théorie de l'inflation éternelle reste, pour l'instant, une hypothèse purement mathématique, impossible à vérifier directement. Nous ne pourrons jamais observer une autre bulle. Néanmoins, elle découle élégamment de nos meilleures théories sur l'univers primordial et apporte des réponses à de nombreuses questions fondamentales. Au-delà de la théorie de l'inflation éternelle, d'autres hypothèses, non moins captivantes, tentent de décrire ce qui pourrait exister en dehors de notre univers connu. Beaucoup de ces idées naissent au croisement de la cosmologie et de la théorie des cordes, l'un des principaux candidats au titre de théorie du tout, censé unifier la relativité générale et la mécanique quantique. La théorie des cordes postule que les blocs fondamentaux de l'univers ne sont pas des particules ponctuelles, mais de minuscules cordes vibrantes et unidimensionnelles. Ce sont les différents modes de vibration de ces cordes que nous percevons comme les différentes particules, l'électron, le photon, le quark, et ainsi de suite. Une caractéristique essentielle de cette théorie est que, pour être mathématiquement cohérente, elle exige l'existence de dimensions spatiales supplémentaires. Au-delà des 3 que nous connaissons, on évoque généralement 10 ou 11 dimensions. La question qui se pose est: où sont donc passées ces dimensions supplémentaires? Une première hypothèse est qu'elles sont enroulées ou compactifiées à des échelles microscopiques, les rendant indétectables pour nous. Mais il existe une autre idée beaucoup plus audacieuse, le modèle des branes, dérivé du terme membrane. Dans ce cadre, notre univers tridimensionnel n'est qu'une des nombreuses branes flottant dans un espace multidimensionnel plus vaste, appelé le volume ou bulk. Nous, et toute notre matière, à l'exception de la gravité, sommes confinés à cette brane, incapables de la quitter. C'est un peu comme une goutte d'eau glissant sur une vitre. Elle ne peut se déplacer que dans 2 dimensions à la surface, sans prendre conscience de l'existence de la 3e. Dokodan, Orfontobant. Cependant, la gravité, selon la théorie des cordes, pourrait s'infiltrer dans ce volume multidimensionnel et se propager librement entre les branes. Cette idée ouvre des perspectives étonnantes. Elle offre par exemple une nouvelle explication à la faiblesse de la gravité par rapport aux autres forces fondamentales, l'électromagnétisme, ainsi que les interactions fortes et faibles. Peut-être que la gravité nous semble faible parce que sa force se dilate et se disperse dans toutes les dimensions, tandis que les autres forces restent confinées à notre seule brane. De plus, le modèle des branes autorise l'existence d'univers parallèles, littéralement à 1 millimètre de nous, mais situés dans une autre dimension qui nous est inaccessible. Il se pourrait même que la matière noire, que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous ressentons l'influence gravitationnelle, soit en réalité de la matière provenant d'une brane voisine, n'interagissant avec nous qu'à travers la gravité. Et le Big Bang lui-même aurait pu être le résultat de la collision entre 2 de ces branes univers. Ce scénario, appelé modèle ekpyrotique, constitue une alternative à l'inflation cosmologique. Il postule un univers cyclique, les branes entrent en collision, générant une phase dense et chaude, puis se dilatent et se refroidissent, avant de se rapprocher à nouveau pour un nouveau choc. Toutes ces idées se trouvent, bien sûr, à la pointe de la physique théorique. Elles manquent encore de preuves expérimentales directes, mais elles démontrent l'étendue du champ de réflexion qui s'ouvre à nous lorsque nous tentons de regarder au-delà des limites de notre monde connu. Tous ces débats sur les confins de l'univers, l'énergie noire et les multivers nous font inévitablement glisser du domaine de la physique pure vers celui de la philosophie. La conscience de notre place dans cette grandiose fresque cosmique nous pousse à nous interroger sur le sens, le but et la singularité de notre propre existence. Prenons l'exemple de la révolution copernicienne. Nicolas Copernic a ôté à la Terre sa place centrale dans la création,
en faisant d'elle une simple planète en orbite autour du Soleil. Depuis lors, chaque nouvelle découverte en astronomie n'a fait que renforcer ce que l'on appelle le principe de médiocrité. Notre Soleil s'est révélé être une étoile banale, située en périphérie d'une galaxie spirale ordinaire, la Voie lactée. Et notre galaxie, à son tour, n'est qu'une parmi les centaines de milliards que compte l'univers observable. Aujourd'hui, la théorie du multivers suggère que notre univers entier n'est qu'un grain de sable sur une plage cosmique infinie. Cette perspective peut sembler décourageante. Elle nous prive de notre sentiment d'exclusivité et de notre position centrale dans le cosmos. Notre existence apparaît comme le résultat aléatoire de lois naturelles aveugles dans un monde parmi des milliards. Mais d'un autre côté, il y a aussi une forme de grandeur. Nous faisons partie de quelque chose d'inconcevablement vaste et complexe. Le fait même que nous, êtres apparus sur une planète minuscule autour d'une étoile insignifiante, soyons capables d'appréhender les lois du cosmos, de mesurer la distance jusqu'aux confins de l'univers et de spéculer sur les mondes parallèles, n'est-ce pas là un véritable miracle? Cela témoigne de la force prodigieuse de l'esprit humain. Par ailleurs, le concept de multivers et le principe anthropique nous obligent à reconsidérer la question du « pourquoi ». Pourquoi les lois de la physique sont-elles précisément ce qu'elles sont? Traditionnellement, la réponse venait soit de la religion, c'est le dessein divin, soit de la science qui y voyait une simple donnée, les conditions initiales de notre réalité. Le multivers propose une troisième voie. Les lois de la physique dans notre univers sont ce qu'elles sont, car si elles avaient été différentes, nous ne serions tout simplement pas là pour nous poser la question. Il existe une infinité d'univers régis par d'autres lois, mais ceux-ci sont désertiques et dépourvus de vie. Notre existence est le résultat d'une forme de sélection naturelle cosmologique. Nous vivons dans un univers chanceux. Cette approche, bien que non prouvable, constitue un outil intellectuel puissant. Il permet aux scientifiques d'avancer dans la compréhension des mystères les plus profonds de l'existence, sans avoir recours à des explications surnaturelles. Cette limite mouvante de l'univers n'est pas qu'un simple phénomène physique. C'est la frontière de notre savoir, et son expansion constante repousse simultanément les limites de notre propre vision du monde. Laissons de côté les questions d'ordre général et revenons à l'astronomie d'observation. Comment les scientifiques étudient-ils aujourd'hui cette frontière en mouvement et tout ce qui s'y rattache? Nous avons déjà mentionné les satellites, comme Planck, qui étudie le rayonnement fossile. Mais ce n'est qu'un seul outil. Une autre méthode, extrêmement puissante, consiste à étudier la structure à grande échelle de l'univers, c'est-à-dire la manière dont les galaxies et les amas de galaxies se répartissent dans l'espace. Cette structure n'est pas le fruit du hasard. Elle ressemble à une toile cosmique gigantesque composée de filaments denses et de nœuds, les amas de galaxies qui se croisent dans les zones de haute densité, ainsi que d'immenses régions quasi vides entre eux, appelées des vides. Cette architecture est l'héritage direct des minuscules fluctuations de densité que nous observons dans le rayonnement fossile. Au fil des milliards d'années, les régions où la densité était légèrement supérieure ont attiré plus de matière, formant les galaxies et les amas. Les zones de faible densité sont, quant à elles, devenues des vides. En étudiant cette toile, les astronomes peuvent obtenir de précieuses informations sur les paramètres de l'univers. On y trouve, par exemple, des caractéristiques spécifiques, nommées les oscillations acoustiques baryoniques. Il s'agit en fait des ronds dans l'eau, figés, créés par les ondes sonores qui se propageaient dans le plasma primordial avant l'époque de la recombinaison. La taille actuelle de ces cercles sert en quelque sorte de règle étalon pour mesurer les distances dans l'univers et, par conséquent, retracer l'histoire de son expansion. Afin de cartographier cette structure, des relevés du ciel gigantesques sont mis en œuvre,
comme le Sloan Digital Sky Survey, SDSS. Ces projets impliquent des télescopes qui photographient méthodiquement de vastes portions du ciel et mesurent le décalage vers le rouge de millions de galaxies, permettant ainsi de créer des cartes tridimensionnelles de l'univers. Ces cartes ne servent pas seulement à étudier l'énergie noire, elles permettent également de tester la relativité générale à l'échelle cosmologique, de mesurer la masse des neutrinos et bien d'autres choses encore. Dans un avenir proche, des projets encore plus ambitieux sont attendus. On peut citer le télescope spatial Euclide, lancé en 2023, ou l'observatoire Vera Rubin, actuellement en construction au Chili. Ces instruments permettront de cartographier des milliards de galaxies, plongeant encore plus loin dans le passé pour étudier l'époque où l'énergie noire a commencé à dominer la gravité. Ils nous fourniront des données d'une précision inégalée qui nous aideront peut-être à élucider enfin la nature de l'énergie noire et à comprendre pourquoi la frontière de notre univers non seulement s'éloigne, mais s'accélère. L'une des questions les plus intrigantes et potentiellement les plus alarmantes de la cosmologie moderne est ce que l'on appelle la tension de Hubble. Il s'agit d'une divergence majeure dans les valeurs de la constante de Hubble, le coefficient qui décrit le taux d'expansion actuel de l'univers, obtenu par deux méthodes distinctes et indépendantes. La première méthode repose sur l'étude de l'univers proche. Les astronomes mesurent les distances des galaxies voisines en utilisant des chandelles standards telles que les céphéides, des étoiles pulsantes, et ces fameuses supernovées de type Ia dont nous avons déjà parlé. Ils mesurent ensuite la vitesse à laquelle ces galaxies s'éloignent via leur décalage vers le rouge. En recoupant ces données, ils obtiennent une mesure directe du taux d'expansion actuel. Les mesures les plus précises obtenues par cette approche, principalement grâce au télescope spatial Hubble, indiquent une valeur d'environ 73 km par seconde par mégaparsec. Cela signifie qu'une galaxie située à 1 mégaparsec, soit environ 3,26 millions d'années-lumière, s'éloigne de nous à la vitesse de 73 km par seconde. La deuxième méthode se concentre sur l'étude de l'univers lointain, l'univers primordial. Les scientifiques s'appuient sur les données du rayonnement fossile, recueillies notamment par le satellite Planck. Comme nous le savons, la carte des fluctuations de ce rayonnement contient des informations complètes sur les paramètres de l'univers à ses débuts. DAATS. En utilisant le modèle cosmologique standard, qui intègre l'énergie noire et la matière noire, il est possible de calculer l'évolution de l'univers depuis cette époque et de prédire la valeur que la constante de Hubble devrait avoir aujourd'hui. Et c'est là que le désaccord apparaît. La valeur prédite à partir des données de Planck est d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. L'écart entre 73 et 67 peut sembler minime, mais les marges d'erreur des deux mesures sont si faibles que cette divergence est statistiquement extrêmement significative. La probabilité qu'elle résulte d'une simple coïncidence est infime. Cela nous indique qu'il y a un hic. Soit il existe une erreur systématique cachée dans l'une des méthodes de mesure que les chercheurs n'arrivent pas à identifier. Soit, et c'est beaucoup plus intéressant, notre modèle cosmologique standard est incomplet. Il est possible qu'une physique additionnelle ait été à l'œuvre dans l'univers primordial, une physique que nous ne prenons pas en compte. Par exemple, l'existence de particules relativistes supplémentaires, ce que l'on nomme rayonnement noir. Ou peut-être que l'énergie noire s'est comportée différemment dans le passé de ce que nous pensions. La résolution de cette énigme est l'un des défis majeurs de la cosmologie contemporaine. Elle pourrait bien être la clé d'une nouvelle physique, au-delà du modèle standard. Revenons à la question de la géométrie de l'univers. Nous avons déjà mentionné que les données observationnelles, en particulier l'analyse des fluctuations du fond diffus cosmologique, le rayonnement fossile,
suggère que notre univers est plat. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Dans un espace plat ou euclidien, les lois de la géométrie que nous connaissons s'appliquent. La somme des angles d'un triangle fait toujours 180 degrés et les droites parallèles ne se croisent jamais. Si l'univers possédait une courbure positive, on parle d'univers fermé, sa géométrie serait sphérique, à l'image de la surface de la Terre. Dans ce cas, la somme des angles d'un triangle serait toujours supérieure à 180 degrés, et les lignes parallèles finiraient non par se croiser. Un tel univers serait fini spatialement, mais illimité, comme la surface d'une sphère. Si, au contraire, la courbure était-elle négative, on parle d'univers ouvert, la géométrie serait hyperbolique, ressemblant à la surface d'une selle. La somme des angles d'un triangle ferait moins de 180 degrés, et les droites parallèles divergeraient. Cet univers-là serait, lui, infini. Or, les observations montrent que notre univers est plat, et ce, avec une très grande précision. Ce fait en soi est une énigme, le fameux « problème de la platitude », que la théorie de l'inflation tente d'expliquer. Selon cette théorie, même si l'univers possédait une courbure initiale quelconque, son expansion exponentielle l'aurait étirée à des dimensions si gigantesques qu'elle nous apparaît plate, à nous qui l'observons de l'intérieur. C'est un peu comme une fourmi rampant sur un immense ballon gonflé. Pour elle, la surface semblera plane, car elle n'observe qu'une infime parcelle. Cela signifie que notre univers observable n'est qu'une partie infime de l'univers dans son ensemble. La vraie forme de l'univers entier pourrait être sphérique ou hyperbolique, mais son rayon de courbure est tellement gigantesque que nous ne pouvons pas détecter cette courbure à l'intérieur de notre horizon cosmologique. Cependant, il est crucial de faire la distinction. Si la géométrie spatiale de l'univers est plate, sa géométrie quadridimensionnelle de l'espace-temps, elle, est courbée. C'est précisément cette courbure, selon la relativité générale, que nous percevons comme la gravité. Les objets massifs, tels que les étoiles et les galaxies, déforment le tissu de l'espace-temps, et les autres corps se déplacent selon des trajectoires courbes dans cet espace déformé. Ainsi, lorsque nous parlons d'un univers plat, il est essentiel de se souvenir que nous faisons référence à sa géométrie à très grande échelle, en faisant abstraction des champs gravitationnels locaux. Nous avons beaucoup parlé de l'énergie noire, mais il ne faut pas oublier le second grand mystère du cosmos, la matière noire. Bien qu'elle n'influence pas directement l'accélération de l'expansion, son rôle dans la formation des structures de l'univers, et donc dans l'apparence de notre monde actuel, est absolument fondamental. Les premiers indices de l'existence de cette substance invisible sont apparus dès les années 1930. L'astronome suisse Fritz Zwicky, en étudiant l'amas de galaxies de la chevelure de Bérénice, a remarqué que les galaxies situées à la périphérie de l'amas se déplaçaient beaucoup trop rapidement. Leur vitesse était si élevée que la masse visible totale de l'amas, les étoiles, le gaz et la poussière, était largement insuffisante pour les retenir par sa seule gravité. L'amas aurait dû se disperser. Pour expliquer cette stabilité, Zwicky a émis l'hypothèse qu'une énorme quantité de matière cachée, ou sombre, était présente, créant une attraction gravitationnelle supplémentaire. Ces idées n'ont cependant pas été largement acceptées à l'époque. Mais dans les années 1970, l'astronome Vera Rubin, en étudiant les courbes de rotation des galaxies spirales, est arrivé à une conclusion similaire. Selon les lois de la mécanique céleste, la vitesse de rotation des étoiles devrait diminuer à mesure qu'elles s'éloignent du centre galactique, là où la masse principale est concentrée. Or, les observations de Rubin ont montré que la vitesse des étoiles à la périphérie des galaxies restait pratiquement constante. Il n'y avait qu'une seule explication,
Les galaxies sont plongées dans de massifs halos sphériques de substances invisibles, s'étendant bien au-delà du disque visible. Aujourd'hui, les preuves de l'existence de la matière noire sont très nombreuses. On compte notamment l'effet de lentilles gravitationnelles, la déviation de la lumière des objets lointains par des amas massifs, qui révèlent que leur masse réelle est bien supérieure à leur masse visible. Il y a aussi les données du fond diffus cosmologique, dont l'analyse permet de calculer avec précision la proportion de matière noire dans l'univers. Environ 27%. Mais de quoi est faite cette matière noire? Nous savons ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas de la matière ordinaire ou baryonique qui ne fait que ne pas briller. Ce ne sont ni des planètes, ni des étoiles éteintes, ni des trous noirs. Leur quantité serait simplement insuffisante. La plupart des scientifiques pensent que la matière noire est composée de particules élémentaires exotiques qui n'interagissent pas avec le rayonnement électromagnétique, d'où leur invisibilité, et qui interagissent très faiblement avec la matière ordinaire. Ces particules hypothétiques sont appelées WIMPs, pour Weakly Interacting Massive Particles, particules massives interagissant faiblement. Des expériences sont menées dans le monde entier pour les détecter. Des détecteurs, placés loin sous terre pour se protéger des rayons cosmiques, tentent de capter les rares collisions de WIMP avec les noyaux atomiques de la matière courante. Pour l'instant, ces recherches n'ont pas abouti, et la nature de la matière noire reste un mystère. Mais sans elle, notre modèle cosmologique serait incomplet. Imaginons un instant, pour le plaisir de la spéculation, un voyageur hypothétique capable de se déplacer à n'importe quelle vitesse et d'atteindre le bord de l'univers que nous observons. Que verrait-il? Tout d'abord, il faut comprendre que plus il s'approcherait de ce bord, plus celui-ci s'éloignerait. En effet, son propre univers observable serait toujours centré sur lui. Il ne pourrait jamais rattraper la fameuse surface de dernière diffusion que nous voyons depuis la Terre, car il s'agit d'un événement survenu dans le passé et non d'un objet localisable dans l'espace. Cependant, il pourrait atteindre l'endroit précis dans l'espace où se trouvait, il y a 13,8 milliards d'années, la matière qui a émis la lumière fossile. Aujourd'hui, cet endroit se situe à 46,5 milliards d'années-lumière de nous. Que verrait notre voyageur une fois arrivé? Totopjin. Il découvrirait une région absolument ordinaire de l'univers, peuplée de galaxies, d'étoiles et de planètes. Pour lui, cet endroit ne serait absolument pas le bord. Il considérerait comme son propre bord la surface située 46,5 milliards d'années-lumière plus loin, dans la direction d'où il est venu. Et s'il regardait dans notre direction, il verrait notre galaxie, la Voie lactée, telle qu'elle était il y a 13,8 milliards d'années, sous la forme d'un minuscule germe perdu dans le bain du rayonnement fossile. Cette expérience de pensée souligne une fois de plus l'idée clé. Le bord de l'univers observable n'est pas une frontière physique, mais un horizon relatif à chaque observateur. Chacun de nous, chaque galaxie, possède sa propre sphère d'univers observable et elles se recoupent toutes partiellement. Ratopado. Ceci soulève également une question intéressante concernant la taille de l'univers dans son ensemble. Si nous voyons un bord à 46,5 milliards d'années-lumière et que quelqu'un à cette distance voit son propre bord 46,5 milliards d'années-lumière plus loin encore, alors la taille minimale de l'univers total doit déjà être le double, et ainsi de suite. Cet argument simple démontre que l'univers entier doit être bien plus vaste que la partie que nous pouvons percevoir. Les estimations basées sur la planéité de notre univers suggèrent que si l'univers est fini, il doit être au moins plusieurs centaines de fois plus grand que notre partie observable, à moins qu'il ne soit infini. En fin de compte, voyager vers le bord, c'est courir après un horizon qui ne cesse de s'échapper,
ce qui ne fait que souligner l'immensité insondable du cosmos, il existe encore un autre paradoxe, intimement lié à l'idée d'un univers infini et éternel et qui a historiquement marqué la cosmologie. C'est le paradoxe photométrique, plus connu sous le nom de paradoxe d'Olbers. La formulation en est très simple. Pourquoi le ciel est-il noir la nuit? À première vue, cette question peut paraître naïve. Cependant, si l'on suppose que l'univers est à la fois infini, uniformément rempli d'étoiles, et qu'il existe depuis toujours, alors, quelle que soit la direction dans laquelle nous regardons, notre ligne de visée devrait inévitablement croiser la surface d'une étoile. En conséquence, l'ensemble du ciel devrait briller avec la même intensité que la surface du Soleil. La nuit, telle que nous l'entendons, n'existerait tout simplement pas. Ce paradoxe fut formalisé au XIXe siècle par l'astronome allemand Heinrich Olbers, même si des concepts similaires avaient déjà été évoqués auparavant. Pendant très longtemps, il est resté une énigme majeure. Aujourd'hui, grâce à notre compréhension actuelle de la cosmologie, nous avons la réponse. Celle-ci est d'ailleurs directement liée au sujet que nous abordons. Le paradoxe d'Olbers trouve deux solutions fondamentales, qui reposent toutes deux sur le fait que l'univers n'est ni éternel ni statique. La première solution, et la plus importante, est l'âge fini de l'univers. Étant donné que le Big Bang s'est produit il y a 13,8 milliards d'années, nous ne pouvons observer la lumière que des étoiles situées à l'intérieur de ce qu'on appelle notre horizon cosmologique. La lumière des étoiles, au-delà de cet horizon, même si leur nombre était infini, n'a tout simplement pas encore eu le temps de nous parvenir. Notre univers observable ne contient donc qu'un nombre fini d'étoiles, et leur rayonnement est insuffisant pour illuminer l'intégralité du ciel. D'Otasha. La seconde solution est liée à l'expansion de l'univers. La lumière émise par les galaxies lointaines qui s'éloignent de nous subit un phénomène de décalage vers le rouge. Conséquence, son énergie est réduite et sa longueur d'onde augmentée. Pour les objets les plus distants, ce décalage est si extrême que la lumière visible bascule dans le spectre infrarouge, puis dans celui des micro-ondes, la rendant de fait invisible à l'œil nu. Cet effet réduit encore davantage la luminosité globale du ciel nocturne. Ainsi, ce ciel nocturne obscur, auquel nous sommes tant habitués, constitue en soi une preuve observationnelle puissante que nous vivons dans un univers dynamique qui a connu un commencement. L'horizon de l'univers, cette limite en mouvement perpétuel, est la raison pour laquelle nous pouvons observer l'obscurité entre les étoiles. Dans le prolongement de notre discussion, il est essentiel d'évoquer les anomalies observées dans le fond diffus cosmologique, FDC, également appelé rayonnement fossile. Si le modèle cosmologique standard, nommé lambda CDM, où lambda représente l'énergie sombre et CDM la matière noire froide, décrit avec une précision remarquable la grande majorité des observations, les cartes les plus détaillées produites par le satellite Planck révèlent certaines caractéristiques qui ne s'alignent pas parfaitement avec cette théorie. Ces écarts ne remettent pas en cause la théorie en soi, mais ils suggèrent soit l'existence potentielle d'une physique nouvelle, soit, plus simplement, une coïncidence purement statistique. L'une des anomalies les plus célèbres est sans doute la tache froide, cold spot. Il s'agit d'une zone inhabituellement vaste et froide sur la carte du rayonnement fossile. La probabilité qu'une telle structure apparaisse par pur hasard dans le cadre du modèle standard est jugée plutôt faible. Diverses hypothèses ont été avancées pour l'expliquer. L'une des plus exotiques postule qu'elle pourrait être la trace d'une collision entre notre univers et un autre univers-bulle dans un passé lointain. Une autre hypothèse, plus pragmatique, associe la tache froide à un supervide, ou supervoide, gigantesque, une immense région de l'espace, quasi dépourvue de galaxies, située entre nous et la surface de dernière diffusion dans cette direction. La lumière, en traversant un tel vide, perd une partie de son énergie,
ce qui se manifesterait pour nous comme une région plus froide. Une autre anomalie concerne l'asymétrie des fluctuations de température entre les deux hémisphères de la sphère céleste. En moyenne, un hémisphère semble légèrement plus chaud que l'autre, ce qui contredit le principe d'isotropie. Il y a enfin le problème du réalignement des multipôles. Certaines structures majeures de la carte FDC semblent alignées le long d'un seul et même axe, que l'on a parfois surnommé l'axe du mal. Statistiquement, une telle orientation est hautement improbable. Pour l'heure, la communauté scientifique penche majoritairement pour l'idée qu'il s'agit avant tout de fluctuations statistiques qui, bien que paraissant étranges, ne dépassent pas le cadre du possible. Après tout, dans n'importe quel ensemble de données massifs, il est toujours possible de dénicher des motifs curieux. Néanmoins, les chercheurs continuent d'étudier ces anomalies, car elles pourraient représenter le premier indice, même ténu, d'une physique au-delà de nos modèles actuels, suggérant peut-être une topologie complexe de l'univers ou des événements ayant précédé le Big Bang. L'aube de l'univers continue de détenir ses secrets. Parlons de l'avenir de l'exploration des limites de l'univers. Quels outils, quelles méthodes nous permettront, dans les décennies à venir, de pénétrer encore plus profondément les mystères du cosmos? L'une des pistes les plus prometteuses est l'astronomie des ondes gravitationnelles. En 2015, les observatoires LIGO et Virgo ont enregistré pour la première fois les ondes gravitationnelles, ces fameuses rides de l'espace-temps prédites par Einstein, issues de la fusion de deux trous noirs. Cette détection a ouvert une fenêtre totalement nouvelle sur l'univers. Les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire la lumière et les ondes radio, sont absorbées ou dispersées par la poussière et le gaz. Elles ne peuvent donc pas nous apporter d'informations sur les tout premiers instants de l'univers avant l'ère de la recombinaison. Les ondes gravitationnelles, en revanche, n'interagissent presque pas avec la matière. Elles peuvent traverser l'univers sans subir de distorsion. Cela signifie qu'à l'avenir, avec des détecteurs plus sensibles comme l'interféromètre spatial LISA, nous pourrons potentiellement capter des ondes gravitationnelles nées aux toutes premières fractions de seconde après le Big Bang, durant l'ère de l'inflation. Ce serait une preuve directe de cette époque, nous permettant d'étudier la physique à des niveaux d'énergie inaccessibles à n'importe quel accélérateur terrestre. Nous pourrions voir non seulement aux limites de l'univers visible, mais au-delà, jusqu'à l'aube des temps. Une autre voie d'exploration majeure est l'étude des neutrinos. Ces particules élémentaires interagissent également très faiblement avec la matière. Il existe l'hypothèse d'un fond diffus cosmologique de neutrinos, analogue au rayonnement fossile électromagnétique. Ces neutrinos se seraient séparés du reste de la matière juste une seconde après le Big Bang, bien avant les photons. Leur détection est extrêmement ardue en raison de leur faible énergie, mais si nous y parvenons, nous obtiendrons une véritable photographie de l'univers à l'âge d'une seconde. Bien sûr, les observations astronomiques classiques se poursuivront. Les nouvelles générations de télescopes terrestres géants, comme l'ELT, le Extremely Large Telescope, au Chili, et les observatoires spatiaux, dignes successeurs du James Webb, nous permettront de visualiser les premières étoiles et galaxies en formation et d'étudier en détail cette période qu'on appelle l'aube cosmique. Toutes ces futures découvertes apporteront inéluctablement de nouvelles réponses et, ce qui est encore plus certain, soulèveront de nouvelles questions, toujours plus profondes, sur la nature de notre monde et ses frontières en constante expansion. Lorsque l'on réfléchit aux confins de l'univers, il est impossible d'ignorer la notion de temps. Dans notre quotidien, nous percevons le temps comme une entité absolue, s'écoulant uniformément du passé vers l'avenir. Pourtant, la théorie de la relativité générale d'Einstein nous a révélé que le temps est fondamentalement relatif. Son écoulement dépend à la fois de la vitesse de mouvement et de l'intensité du champ gravitationnel. À proximité des objets massifs,
tels que les trous noirs, le temps se dilate, il ralentit. De même, pour un objet se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps s'écoule également plus lentement par rapport à celui d'un observateur immobile. À l'échelle cosmologique, le temps n'est pas non plus une constante absolue. L'expansion de l'univers engendre un phénomène que l'on nomme la dilatation cosmologique du temps. Lorsque nous observons des objets très lointains, non seulement leur lumière subit un décalage vers l'extrémité rouge du spectre, mais tous les processus qui s'y déroulent nous apparaissent également ralentis. Par exemple, si nous étudions l'explosion d'une supernova dans une galaxie distante, sa courbe de lumière, c'est-à-dire la façon dont sa luminosité évolue, est étirée temporellement par rapport à une supernova similaire située dans notre propre galaxie. Cet effet, prédit par la théorie et confirmé par les observations, est une preuve supplémentaire de l'expansion de l'espace-temps. Cela implique aussi que lorsque nous fixons la limite de l'univers observable, le rayonnement fossile, nous regardons une époque où le temps, de notre point de vue, s'écoulait des millions de fois plus vite. Tous les processus dans cet univers jeune, chaud et dense se déroulaient à une vitesse stupéfiante. Inversement, pour un observateur hypothétique situé dans un futur extrêmement lointain, qui regarderait notre galaxie s'éloigner de lui en accélérant, le temps chez nous lui semblerait quasiment figé. L'univers se présente ainsi comme une structure quadridimensionnelle complexe où l'espace et le temps sont inextricablement liés et se modifient dynamiquement. Comprendre la nature du temps, ce qu'il est, s'il a eu un début, s'il existe des quanta du temps, reste l'une des plus grandes énigmes non résolues de la physique. Et la réponse à cette question est très probablement intimement liée à la compréhension de ce qui s'est passé au tout premier instant du Big Bang, à la toute limite du temps. Jusqu'à présent, toute notre discussion a été structurée autour du modèle cosmologique standard, celui qui postule que l'univers a émergé d'un état chaud et dense, conséquence du Big Bang. Mais existe-t-il des théories alternatives? Oui, et bien qu'elles ne soient pas majoritaires, de tels modèles sont activement développés. L'une d'elles est le modèle cyclique que nous avons déjà évoqué et qui s'appuie sur la théorie des cordes et la collision de Brane. Dans ce cadre, le Big Bang n'est pas le commencement du temps, mais seulement une phase parmi une succession infinie de cycles d'expansion et de contraction. Cela permet d'éviter le problème de la singularité initiale, une difficulté mathématique inhérente au modèle standard, où les lois de la physique cessent de s'appliquer. Une autre idée fascinante est celle du modèle de l'univers comme rebond. Selon cette théorie, notre univers n'est pas né d'une singularité, mais est plutôt le résultat de l'effondrement d'un univers antérieur. Atteignant une densité minimale, mais non nulle, il aurait rebondi pour commencer son expansion grâce aux effets quantiques de la gravité. Dans cette perspective, le temps n'a jamais eu de commencement. Il existe des hypothèses encore plus radicales. Prenons par exemple le modèle de l'univers stationnaire, très populaire au milieu du XXe siècle, mais largement réfuté par la découverte du rayonnement fossile. Ces versions modernes tentent d'expliquer les données sans recourir à l'idée du Big Bang. Elles suggèrent, par exemple, que le décalage vers le rouge des galaxies n'est pas dû à l'expansion, mais à la fatigue de la lumière, qui perd de l'énergie en traversant le cosmos. Cependant, ces modèles alternatifs se heurtent à d'énormes difficultés pour expliquer l'ensemble des données d'observation, en particulier l'homogénéité extrême du rayonnement fossile. À ce jour, le modèle du Big Bang chaud, suivi de l'inflation et de l'expansion accélérée, demeure la meilleure description de l'univers dont nous disposons. Il est corroboré par une quantité phénoménale d'observations indépendantes. Mais la science n'est jamais figée. Il est possible que de nouvelles données apparaissent à l'avenir, nous forçant à revoir nos notions les plus fondamentales sur l'origine et l'évolution du cosmos. La limite de l'univers que nous étudions pourrait n'être qu'un horizon parmi d'autres,
Au sein d'une réalité encore plus complexe et plus étonnante, Revenons à présent à l'un des aspects les plus fondamentaux, et peut-être les plus angoissants, de notre exploration, l'idée de la mort thermique de l'univers. Bien que ce scénario se déroule dans un futur incroyablement lointain, il nous force à nous interroger sur le sens ultime et l'héritage de tout ce qui a pu exister. Si l'univers finit par se transformer en une soupe froide, sombre et inerte de particules élémentaires, cela signifie-t-il que toutes les réalisations des civilisations, les œuvres d'art, l'intégralité des connaissances accumulées sont vouées à disparaître complètement et sans laisser de traces? D'un point de vue purement physique, la réponse est très probablement oui. La deuxième loi de la thermodynamique, qui stipule que l'entropie, ou mesure du désordre, dans un système clos ne peut qu'augmenter, conduit inéluctablement à l'état d'entropie maximale. L'équilibre thermique, c'est la mort thermique elle-même. Toute énergie exploitable sera épuisée, toute structure démantelée. Pourtant, même face à ce tableau si peu réjouissant, certains physiciens et futurologues cherchent des portes de sortie. On émet par exemple l'hypothèse que des civilisations extrêmement avancées pourraient, dans un futur lointain, apprendre à manipuler l'espace-temps, voire à créer des univers filles en laboratoire. Elles y transféreraient alors leur information pour échapper à la mort thermique de leur monde d'origine. C'est bien sûr de la pure spéculation, mais cela s'ancre dans certaines théories de l'inflation. Un autre point de vue, plus philosophique, suggère que le sens n'est pas dans la conservation éternelle, mais dans le fait même de l'existence. Même si l'humanité et toutes ses créations devaient s'éteindre, l'émergence d'une matière capable de prendre conscience d'elle-même et du cosmos environnant demeure un événement d'une importance capitale. Nous sommes le moyen par lequel l'univers se connaît. Et même si cette connaissance est éphémère, elle n'en perd aucune de sa valeur. De plus, les échelles de temps dont nous parlons sont si vastes qu'elles dépassent l'entendement humain. Des milliards, voire des trillions d'années s'écouleront avant que les dernières étoiles ne s'éteignent, et des gogoles, c'est-à-dire 10 puissance 100 d'années avant que les derniers trous noirs ne s'évaporent. Pendant tout ce temps, absolument tout peut arriver. Nos conceptions actuelles des lois de la physique pourraient radicalement changer, ouvrant de nouvelles possibilités que nous n'osons même pas imaginer aujourd'hui. Ainsi, lorsque nous méditons sur les limites changeantes de l'univers et sur son destin final, il est crucial de se souvenir que nous ne sommes qu'à l'aube de notre quête de savoir. Notre horizon des connaissances ne cesse de croître, tout comme l'horizon cosmologique. Lors de cette conférence, nous avons souvent eu recours à l'analogie de l'horizon terrestre pour illustrer la nature de l'horizon cosmologique. Poursuivons cette réflexion. Lorsque les anciens navigateurs partaient pour de longs voyages, ils ignoraient ce qui les attendait au-delà de l'horizon. Pour eux, c'était la limite du monde, derrière laquelle se cachaient peut-être des monstres ou un précipice abyssal. Mais à chaque nouvelle expédition, cet horizon reculait et la carte du monde se complétait progressivement. Finalement, en accomplissant le tour du monde, les humains ont compris que la Terre n'avait pas de bord, que sa surface était finie, mais illimitée. Une dynamique similaire est à l'œuvre dans notre exploration de l'univers. Notre horizon cosmologique est notre bout du monde contemporain. Nous ne pouvons pas regarder directement au-delà, mais en étudiant ce qui se trouve à l'intérieur de cet horizon, le fond diffus cosmologique, la répartition des galaxies, les lois de la physique, nous pouvons, tout comme les anciens explorateurs, élaborer des théories sur ce qui s'étend au-delà. La théorie de l'inflation et l'idée d'un univers plat et immense sont l'équivalent moderne de la compréhension de la rotondité de la Terre. Nous extrapolons nos connaissances et supposons que l'univers au-delà de l'horizon est structuré de la même manière que celui que nous observons. Or, contrairement à la Terre, nous ne pourrons jamais faire le tour du monde de l'univers pour vérifier cette hypothèse. L'expansion accélérée nous ferme définitivement la possibilité d'atteindre ces lointaines frontières. Nous sommes confinés dans notre bulle observable.
Et c'est là que réside la différence fondamentale entre la cosmologie moderne et les découvertes géographiques du passé. Nous avons atteint une limite qui semble être dictée par les lois de la nature elle-même. Cependant, cela ne signifie pas la fin de la connaissance. Cela signifie seulement que nous devons développer des méthodes plus sophistiquées pour déduire indirectement ce qui se trouve au-delà du visible. L'étude des ondes gravitationnelles, des neutrinos, la recherche de traces d'interaction avec d'autres univers dans le fond diffus cosmologique, voilà nos nouveaux outils pour cartographier cette terra incognita. La frontière de l'univers est en mouvement, et avec elle, la frontière de notre compréhension, défiant sans cesse notre intelligence et notre imagination. Reprenons un instant les chiffres, histoire de bien saisir la véritable échelle de ce phénomène. Le rayon de l'univers observable est de 46 milliards et demi d'années-lumière, ce qui donne un diamètre total de 93 milliards d'années-lumière. Rappelons qu'une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en un an, soit près de 9500 milliards de kilomètres. Multipliez ces nombres et vous obtenez une magnitude absolument inimaginable. Et combien de galaxies contient cet univers ? Selon les estimations basées sur les images du champ ultra-profond du télescope Hubble, l'univers observable abriterait environ 2000 milliards de galaxies. Chacune d'elles, à son tour, renferme entre quelques centaines de millions et plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Si l'on prend une moyenne de 100 milliards d'étoiles par galaxie, le nombre total d'étoiles dans l'univers observable s'élève à 2 fois 10 puissance 23. C'est plus que le nombre de grains de sable sur toutes les plages de la Terre réunies. Et ce n'est que la partie observable. Si les modèles inflationnistes sont corrects, l'univers entier serait, selon les estimations les plus prudentes, au moins 100 000 milliards de fois plus vaste en volume, voire infini. Parlons maintenant du mouvement. Nous savons que l'univers est en expansion. La constante de Hubble, qui est d'environ 70 km par seconde et par mégaparsec, signifie que tous les 3 millions et quelques d'années-lumière d'espace ajoutent 70 km par seconde à la vitesse d'éloignement. Les galaxies situées à la limite de notre horizon des événements, à 16 milliards d'années-lumière, s'éloignent de nous à une vitesse qui dépasse celle de la lumière. Quant à celles qui sont au bord de l'univers observable, elles filent à une vitesse environ 3 fois supérieure à celle de la lumière. Cela n'est pas en contradiction avec la théorie de la relativité, car il ne s'agit pas d'un mouvement à travers l'espace, mais de l'expansion de l'espace lui-même. Ces chiffres sont vertigineux et nous laissent sans voix. Ils révèlent à quel point nous sommes minuscules et insignifiants à l'échelle du cosmos. Mais en même temps, le fait de pouvoir mesurer de telles grandeurs, assis sur notre petite planète, représente le plus grand triomphe de l'esprit humain. Nous avons appris à lire le grand livre de l'univers, écrit dans le langage de la lumière, et sa frontière en mouvement est la dernière page que nous tentons actuellement de déchiffrer. Pour faire le bilan de ce long voyage, retraçons une dernière fois le chemin parcouru. Nous avons commencé par une question simple. L'univers a-t-il une limite ? Et nous avons découvert que la réponse est à la fois oui et non. Oui, la partie de l'univers que nous pouvons observer possède bien une frontière, l'horizon cosmologique. C'est une surface spatio-temporelle d'où provient la lumière la plus ancienne, le rayonnement fossile. Cette lumière a été émise alors que l'univers n'avait que 380 000 ans. Non, car cet horizon n'est pas un mur physique, une barrière au-delà de laquelle le vide règne. Derrière cette limite, l'univers continue très probablement son expansion, mais la lumière émise par ces régions n'a tout simplement pas encore eu le temps de nous parvenir. Nous avons ensuite appris que cette frontière n'est pas statique. Elle s'éloigne de nous et elle le fait de manière accélérée. La cause est l'énigmatique énergie noire, le plus grand mystère de la physique moderne. C'est elle qui pousse l'espace lui-même à s'étirer de plus en plus vite. Cette accélération scelle le destin de notre monde.
une lente extinction et la mort thermique dans un futur inimaginablement lointain. Elle crée également un horizon des événements, nous coupant à jamais de la majorité du cosmos. Nous avons pu jeter un œil au-delà de cet horizon grâce à la physique théorique, en abordant des idées fascinantes, bien que spéculatives, sur le multivers, l'inflation éternelle et les mondes parallèles sur les brânes. Ces théories tentent de répondre à la question de savoir si notre univers est unique et pourquoi ces lois semblent si parfaitement ajustées pour la vie. Nous avons vu comment l'étude de cette limite, allant de la découverte fortuite du bruit fossile aux cartes de haute précision du satellite Planck, a transformé la cosmologie en une science exacte, nous permettant de peser l'univers, de mesurer son âge et de déterminer sa composition. Enfin, nous avons compris que cette frontière mouvante n'est pas seulement un phénomène physique, mais aussi un puissant symbole philosophique. Il symbolise la limite de notre connaissance, une limite qui ne cesse de s'étendre, nous ouvrant des perspectives toujours plus grandioses et stupéfiantes. Il nous rappelle notre humble place dans le cosmos, tout en soulignant les possibilités illimitées de l'esprit humain. Nous avons parcouru un chemin incroyable, partant des premières notions sur l'expansion du cosmos jusqu'aux théories les plus audacieuses concernant le multivers. Nous avons été témoins de la manière dont les scientifiques, tels des détectives, ont rassemblé les indices, fragment par fragment, le décalage vers le rouge des galaxies, l'écho fossile du Big Bang ou encore les lueurs de supernovas distantes. Tous ces indices se sont finalement assemblés pour former un tableau unique et stupéfiant. Notre univers possède une frontière observable, c'est la lumière de sa propre jeunesse, et cette frontière s'éloigne, emportant avec elle des galaxies que nous ne pourrons plus jamais observer. Tout cela est propulsé par une force invisible et insaisissable, l'énergie sombre, dont la nature demeure le grand mystère du XXIe siècle. Réaliser cela est à la fois effrayant et absolument fascinant. Nous vivons une ère de grandes découvertes, mais aussi peut-être celle où nous commençons à réaliser les limites de notre compréhension. Merci d'avoir passé ce temps avec moi, voyageant vers les frontières les plus lointaines de l'espace et du temps. J'espère que cette leçon aura été non seulement enrichissante, mais qu'elle vous aura également permis de vous détendre et de vous préparer doucement au sommeil. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouveaux voyages dans le monde de la science. Laissez un pouce bleu si ce sujet vous a plu. Et, au moment de vous endormir, je vous propose de réfléchir à ceci. D'après vous, que se cache-t-il vraiment au-delà de notre univers observable? Une répétition infinie de notre monde? Des univers avec d'autres lois de la physique ou quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Bonne nuit.